D'où vient la monnaie? De l'État? Eh bien pas du tout, des marchés, des marchands, c'est la thèse de Karl Menger, né en 1840 et mort en 1921 à Vienne, un économiste autrichien, fondateur de l'école autrichienne qui se distingue de l'école néoclassique. C'est l'un des artisans de la révolution que l'on a qualifié de marginaliste, qui a élaboré une théorie de la valeur subjective et analyse la valeur selon le concept d'utilité marginale décroissante qui s'oppose au concept de valeur travail. Il est également connu pour sa non-utilisation des mathématiques. Alors dans les débats sur l'origine de la monnaie, c'est plutôt un partisan de la monnaie marchandise, c'est-à-dire une monnaie issue du commerce qui s'oppose à la monnaie politique qui est issue d'une autorité publique. Alors sa thèse est passionnante et inspirante. Pour lui, la monnaie naît de manière non intentionnelle au fil des échanges entre les individus. Elle résulte des comportements et des interactions économiques sans qu'aucun acteur n'ait planifié ou souhaité délibérément la faire apparaître. C'est donc une théorie qui s'oppose radicalement à une vision purement politique de la naissance de la monnaie. Pour autant, Menger ne condamne pas le monopole d'État sur la monnaie, même s'il croit fausse la croyance historiciste selon laquelle le prince crée la monnaie. Cette thèse est développée dans son essai Zur Theorie des Geldes, publié en 1892 et que l'on traduit en français par L'origine de la monnaie ou Les origines de la monnaie. Il explique qu'une économie de troc généralisée ne peut pas se développer à cause du problème de la double coïncidence des besoins. Pour qu'un échange ait lieu, il faut que chacun désire ce que l'autre possède. Or, cette condition est rarement remplie, ce qui limite considérablement l'efficacité des échanges. Dans ce contexte, certains biens se distinguent progressivement par une meilleure vendabilité, terme par lequel Menger désigne la capacité d'un bien à être facilement accepté dans les échanges en raison de ses qualités intrinsèques: divisibilité, transportabilité, durabilité, stockage, demande large et continue. Les individus, soucieux de maximiser leurs chances d'acquérir les biens qu'ils désirent réellement, se mettent donc à échanger d'abord contre ces biens intermédiaires, non pour leur usage direct, mais en vue de les échanger à leur tour. C'est ce que Menger appelle le processus de monétisation spontanée. Ce sont ainsi les biens les plus liquides, les plus communément acceptés, qui, au fil du temps, acquièrent un statut de monnaie, non par décret, mais par la force de l'usage et de la pratique collective. Menger insiste également sur le fait que ce processus n'est pas arbitraire, mais rationnel. Les agents économiques, confrontés à l'inefficacité du troc, adaptent leur comportement en fonction de l'observation empirique du marché. Il n'y a donc pas besoin de supposer un contrat social, ni une institution souveraine pour expliquer la naissance de la monnaie. Elle est le produit d'un ordre spontané, émergent de la coordination des intérêts individuels. Karl Menger propose donc une explication originale et rigoureuse de l'émergence de la monnaie, qui l'ancre dans une dynamique évolutive et spontanée, indépendamment de toute intervention de l'État ou d'un pouvoir centralisé. Il s'oppose à l'idée largement répandue, y compris chez certains économistes classiques, selon laquelle la monnaie serait née d'une convention explicite ou d'un décret d'autorité. Menger soutient au contraire que son apparition résulte d'un processus graduel de sélection sociale fondé sur l'expérience et le calcul rationnel des individus engagés dans l'échange. En somme, pour Menger, la monnaie n'est pas une création ex nihilo d'un pouvoir politique, mais une institution sociale évolutive issue de la pratique cumulative des échanges. Alors dans son essai, il ne donne pas d'exemple ethnographique ou historique concret. Pour autant, ses successeurs ainsi que des anthropologues et historiens ont montré que des processus de monétisation spontanée décrits par Menger se retrouvent bien dans plusieurs sociétés réelles, souvent autour des monnaies marchandises. Les monnaies frappées, qui apparaissent dans le royaume de Lydie pour la première fois en -600 avant Jésus-Christ, sont nettement postérieures aux monnaies marchandises qui sont nées plusieurs siècles auparavant, plusieurs millénaires auparavant, spontanément.
Les monnaies marchandises peuvent même réapparaître dans certaines circonstances lorsque la monnaie étatique s'effondre. Alors voici quelques exemples significatifs qui illustrent cette dynamique. Par exemple, le sel en Afrique de l'Ouest. Dans de vastes zones sahéliennes, avant l'introduction de la monnaie coloniale, le sel s'était imposé comme une marchandise très prisée en raison de sa rareté, de sa conservation facile et de son usage vital: alimentation, conservation de la viande, alimentation animale. Les caravanes du sel transportaient des blocs de sel échangés contre de l'or, des esclaves ou du bétail dans les régions les plus méridionales. Ce sel n'était pas une monnaie légale, mais il avait toutes les fonctions d'une monnaie: réserve de valeur, unité de compte dans certains marchés et surtout moyen d'échange reconnu. Cet exemple incarne exactement le mécanisme décrit par Menger, une marchandise très liquide qui devient progressivement une monnaie de fait. Autre exemple, les kauris, coquillages, dans l'océan Indien et en Afrique. Les kauris ont circulé pendant des siècles comme une forme de monnaie dans une vaste zone allant de l'Inde jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Importés massivement des Maldives, ils étaient utilisés pour leur divisibilité, leur faible usure et leur uniformité visuelle. En Afrique, notamment dans les royaumes du Bénin, du Mali ou du Congo, les kauris servaient à payer les impôts, les amendes, les dots et les salaires. Ils ont acquis cette fonction par une acceptation croissante dans les échanges, bien avant d'être imposés comme monnaie officielle par les autorités. Là encore, une marchandise d'origine étrangère, peu utile directement, qui n'avait pas forcément une fonction utilitaire directe, mais très facilement échangeable, devient progressivement monnaie par la seule logique des échanges. Autre exemple, cette fois un peu plus tardif, le tabac dans les colonies américaines. Au XVIIe, XVIIIe siècle, dans la Virginie occidentale, le tabac a servi de monnaie entre colons. En raison du manque de pièces en métal, les colons utilisaient des ballots de tabac comme moyen de paiement pour les taxes, les salaires ou les dettes. Les colons de Virginie l'avaient même institutionnalisé, mais sa reconnaissance précède cette législation. Cet exemple est très mengerien: une marchandise déjà très demandée devient moyen d'échange et unité de compte spontanément avant toute intervention publique. Dernier exemple, les briques de thé, comme monnaie marchandise au Tibet, notamment au XIXe et au début du XXe siècle. Elles ont joué un rôle monétaire notable. Produites dans une province chinoise, elles étaient échangées contre des biens, des services, voire des animaux, en l'absence ou en complément d'une monnaie métallique. Utilisées pour les salaires, le paiement des voyages de caravane et même dans les échanges frontaliers, comme le troc contre des chevaux, ces briques étaient calibrées selon la quantité, divisibles pour rendre la monnaie et acceptées dans tout le plateau tibétain. L'usage était si systématique que dans certaines régions reculées, les voyageurs ne pouvaient payer qu'avec du thé au début du XXe siècle. Tous ces exemples montrent que le modèle de Menger n'est pas une pure abstraction, une pure construction intellectuelle. Des sociétés humaines ont bel et bien vu émerger des monnaies marchandises par le jeu répété des échanges sans qu'aucune autorité centrale n'ait à les imposer. Ces processus illustrent l'idée d'une monétisation par la liquidité perçue, confirmant que la monnaie est d'abord une institution sociale émergente et non un artefact juridique.